Salut les amis! Dans cette vidéo, on va jeter un petit coup d'œil aux résultats du Q4 2022, donc de l'année entière 2022 pour Meta. Et à la fin de la vidéo, je ferai une petite valorisation avec le discounted cash flow pour voir si actuellement ça peut être une bonne affaire ou non. Alors déjà, petit résumé du business de Meta au cas où. En gros, ils divisent leurs revenus sous deux segments, donc la Family of Apps. Donc ça, c'est juste Facebook, Instagram, WhatsApp et Messenger. Et le Reality Labs, là, c'est tout ce qui est Oculus, quoi, toute la partie réalité virtuelle, réalité augmentée, etc. Mais là, cette partie-là, Reality Labs, elle fait très 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 peu de revenus. Enfin, pour l'instant, c'est négligeable. Donc, on peut ne même pas la prendre en compte pour l'instant. Pour l'instant, on s'en fout un peu. Alors, sur l'évolution des revenus, là, ils viennent de faire 32 milliards. Et c'est moins qu'au Q4 il y a un an, donc fin 2021. Après, c'était une année vraiment particulièrement bonne. Le contexte économique là est pas le même, les dépenses publicitaires sont pas les mêmes, donc ça me choque pas trop. Et ça reste quand même largement au-dessus de 2020. C'est quand même beaucoup plus proche de 2021 que de 2020. Donc pour l'instant ça me choque pas trop. Ah oui, pour donner un peu plus de détails au cas où sur le business model de Meta sur la Family of Apps. Donc c'est simplement des publicités. En gros, si j'ai un site, je sais pas, un site de vélo et que je veux faire de la publicité, bah, sur Facebook, je vais pouvoir dire que je veux afficher ma publicité. Je vais dépenser par exemple 50 euros par jour pour afficher ma publicité de mon site de vélo à des personnes qui sont intéressées par le vélo, par exemple des personnes qui ont liké des pages ou des choses comme ça. Ou bien on peut aussi cibler par sexe, par âge, etc. Et on peut aussi faire des trucs comme du retargeting, donc par exemple cibler les personnes qui sont venues sur notre site mais qui n'ont pas acheté, puisque ces personnes sont plus à même de revenir acheter, etc. Alors ensuite, donc le revenu on a vu, ensuite là on voit que l'operating margin, elle a pas mal baissé, enfin elle est stable depuis le trimestre dernier, mais elle a beaucoup baissé depuis un moment donné, on était vers les 40%. Bon ça c'est parce qu'en ce moment Meta ils investissent beaucoup dans principalement dans tout ce qui est AI, donc intelligence artificielle, pour optimiser le ciblage des pubs, la recommandation de contenu, etc. Donc ce n'est pas des dépenses qui vont durer dans le temps, ils sont en train de refaire leur architecture, donc ça c'est pas quelque chose qui pose problème. Et justement, ça peut être une opportunité quand il y a des boîtes qui ont beaucoup de, enfin ce qu'on appelle la grosse margin élevée, mais une operating margin qui est ponctuellement plus basse pour cause d'investissement. Et souvent, les investisseurs aiment pas trop ça. Mais alors qu'en réalité, une fois que ces investissements-là sont passés, l'operating margin remonte et donc les bénéfices reviennent au niveau d'avant. Et au final, tout va bien, quoi. Donc là, on a les dépenses en pourcentage du revenu. Donc c'est ce que je viens de dire. On voit que les dépenses de recherche et développement ont pas mal augmenté, mais c'est justement là les investissements dans tout ce qui est intelligence artificielle, et puis aussi une partie pour le Reality Labs. Le reste est assez stable. On voit quand même que le cost of revenue a un peu augmenté. Ça, c'est le plus problématique. En fait, enfin, on prend le chiffre d'affaires moins cost of revenue, c'est ça qui donne le gross profit. Et ça, le gross profit, il est dur d'augmenter sa grosse margin, quoi. Alors que l'operating margin, on peut jouer dessus grâce aux dépenses de recherche et développement, dépenses de marketing sales et general and administrative. Mais pour le cost of revenue, on a peu de marge de manœuvre. Donc on va voir plus tard pourquoi c'est 26%. Effective tax rate, bon, on s'en fout un peu, ça c'est les taxes. Net income, voilà, vu que la grosse margin a baissé puisqu'ils ont augmenté leurs investissements, en ce moment, les bénéfices sont plus faibles, mais bon, c'est pour investir, donc c'est pas choquant. Donc capital expenditure, c'est un peu la même chose, enfin plus ou moins, en gros, c'est les investissements, donc ils sont plus élevés en ce moment. Alors ça, c'est intéressant pour voir si les plateformes sont toujours aussi populaires, est-ce qu'elles continuent à gagner en popularité ou non. Donc Family Daily Active People, ça c'est les utilisateurs actifs quotidiennement sur l'ensemble des applications de Meta. Donc ça comprend Facebook, Instagram, WhatsApp et Messenger. Et on voit que c'est toujours en augmentation, augmentation constante. Enfin pas toujours au même rythme, mais en tout cas toujours une augmentation. Et ils sont à 2 milliards 960 millions d'utilisateurs journaliers sur la plateforme. Donc pas loin de la moitié de la population mondiale. Donc ça c'est assez fou. Et c'est toujours en croissance, donc ça c'est positif, c'est ce qu'on veut voir. Ensuite, monthly, bah ça c'est pareil, mais actif mensuellement.
Donc on remarque la même chose, ça continue à augmenter, donc c'est bon signe, les plateformes continuent toujours à attirer des nouveaux utilisateurs. 3 milliards 740 millions. Ça c'est le revenu moyen par personne. Bon ça je regarde pas trop. Ensuite Facebook Daily Active Users, là c'est les mêmes données que plus haut, mais seulement sur Facebook, puisque c'est leur plateforme principale. Et là ce qui est marrant, c'est qu'à un moment donné, au Q4 2021, ils avaient eu pour la première fois une baisse du nombre d'utilisateurs actifs. Et l'action avait perdu, je sais plus, c'était la première jambe de baisse, mais le cours avait beaucoup baissé. Et par contre, après ça a recommencé à monter, là tout le monde s'en foutait. Mais bon, tant mieux. Ça peut créer des opportunités, quoi. Et là, ce qui est fou, c'est de voir l'opportunité qu'il y a en Asie, Pacifique et Rest of World. Au final, c'est la large majorité des utilisateurs. Et plus cette partie-là du monde va s'enrichir, plus le revenu rapporté par ces utilisateurs-là va grossir. Et donc il y a encore des grosses opportunités de croissance des revenus de ce côté-là, quoi. Je pense. Ensuite, les Facebook Monthly Active Users. Donc pareil, toujours en croissance. Donc c'est ce qu'on veut voir. 2 milliards 963 millions d'utilisateurs actifs par mois sur Facebook. Bientôt les 3 milliards. Donc ensuite, voilà, ouais, là on voit le revenu moyen par utilisateur selon les zones géographiques. On voit qu'aux US et Canada, un utilisateur rapporte 60 dollars, alors qu'en Europe c'est seulement 17. Et en Asie-Pacifique c'est 4,60 et dans le reste du monde c'est 3,52. Donc au fur et à mesure que ces pays-là ils s'enrichissent, il y a vraiment une grosse opportunité d'augmentation de revenus. Ensuite ça le free cash flow, bon ça c'est le plus important, c'est le vrai cash que l'entreprise génère, et c'est avec ça qu'elle peut soit investir dans d'autres boîtes, soit réinvestir sur elle-même, soit rembourser de la dette, racheter ses propres actions, verser des dividendes. Donc ça, on veut qu'il y ait du free cash flow, et il y en a, même s'il a baissé, mais c'est justement parce que les investissements ont augmenté, donc c'est pas forcément gênant. Donc c'est des investissements qui sont pas éternels, quoi. J'aime bien jeter un petit coup d'œil à la balance sheet. Donc la balance sheet, c'est ce qui fait le bilan de ce que l'entreprise possède et de ce que l'entreprise doit, ce qu'elle doit payer. Donc les assets, c'est ce qu'elle possède. Les liabilities, c'est ce qu'elle doit. Et quand on fait assets moins liabilities, on obtient l'equity. Donc là, ce que je regarde sur la balance sheet, c'est surtout le niveau de cash. Donc pour le cash, en général, on additionne cash and cash equivalents et marketable securities. Les marketable securities, c'est genre des actions, enfin c'est des actifs hyper liquides qui peuvent être revendus instantanément. Donc on est à 40 milliards. 40 milliards et je compare ça à la dette par exemple. Donc la dette 9 milliards 900 millions, donc pas de problème. Et j'aime bien comparer aussi avec l'ensemble des liabilities. Parce que les liabilities, donc ce que l'entreprise doit, c'est pas que des prêts, ça peut aussi être des fournisseurs à payer dans le futur, etc. Donc je regarde les total liabilities, 60 milliards. Donc quand une boîte a 40 milliards de cash dispo et 60 milliards de total liabilities, on se fait pas de soucis au niveau de la balance sheet, quoi. Donc ça, on peut passer rapidement. Et ensuite, on a l'income statement. Donc l'income statement, c'est le document qui part du revenu et qui ensuite prend toutes les dépenses jusqu'à arriver au net income. Alors c'est pas des documents très jolis, hein, mais au final, après quand on apprend un peu le truc, ça se comprend assez facilement finalement. Donc première ligne, on a le revenu. 116 milliards en 2022 contre 110, presque 118 en 2021. Donc légère baisse. Après en 2020 c'était 86 milliards, donc on est quand même, c'est quand même pas mal quoi, juste 1 milliard de moins vu que la situation économique a pas mal changé. Franchement ça me dérange pas. Cost of revenue, on voit par contre une petite augmentation. Bon ça va falloir encore qu'on creuse. On va voir s'ils en parlent justement dans l'earnings call. Et on voit surtout recherche et développement, voilà, donc grosse augmentation du budget de recherche et développement pour l'AI. Et ensuite j'aime bien regarder le Learnings Call. Donc Learnings Call c'est la conférence où il y a d'abord Mark Zuckerberg qui s'exprime et une ou deux autres personnes du management. Et ensuite il y a des analystes qui posent des questions, donc c'est assez intéressant à lire. Alors que nous dit Mark Zuckerberg? Bon au début il nous explique que les plateformes ont de plus en plus d'utilisateurs et qu'il est content. Et ensuite, là, ce qui est intéressant, c'est qu'il nous dit que 2023 va être l'année de l'efficacité.
Donc ils ont déjà réduit un peu les effectifs, restructuré les équipes, et ça va être leur focus pour cette année. Et il nous dit depuis nous avons pris des dispositions supplémentaires, comme travailler sur notre infrastructure d'équipe pour, pour délivrer les projets tout en dépensant moins en CAPEX. Donc ça c'est plutôt bien s'ils essayent d'optimiser les coûts au maximum. Donc là ils nous donnent des updates sur les priorités. Priorités qui n'ont pas changé depuis l'année dernière. Donc leur priorité c'est d'abord l'intelligence artificielle, principalement pour améliorer la recommandation des contenus et le ciblage des publicités. Et sur le plus long terme, le métaverse. Alors, d'abord parlons de l'AI Discovery Engine, donc justement ce qui permet de recommander des contenus. Et il nous dit que Facebook et Instagram de, de plus en plus recommandent des contenus via l'intelligence artificielle, donc des personnes qu'on ne connaît pas mais qui sont susceptibles de nous intéresser, plutôt que recommander seulement des contenus de personnes qu'on connaît. Donc ça, c'est plutôt positif, puisque si on nous recommande ce qui nous intéresse plutôt que les personnes qu'on suit, on est censé passer plus de temps sur les plateformes. Donc, bon, ça c'est plutôt une bonne chose. Ils suivent un peu TikTok. Enfin, comme dit Gary Vee, on passe du social graph à l'interest graph. Donc ça, c'est plutôt cool. Il dit que ça couvre tous les formats de contenu, ce qui rend leur service unique. Ça, c'est vrai que ce qui est bien avec Meta, c'est ils ont absolument tout. Ils ont des vidéos, des photos, tu peux publier des articles, il y a des groupes, il y a les pages. Ça, c'est un avantage. Et ils sont focus sur les Reels qui est en très forte croissance. Les Reels joués sur Facebook et Instagram ont plus que doublé l'année dernière, pendant que l'aspect social des personnes qui repartagent des Reels a, a une croissance encore plus forte et a plus que doublé sur les deux apps dans les 6 derniers mois. Ouais, là, un point intéressant, il dit que actuellement, la monétisation des Reels est moins efficace que sur le fil d'actualité. Et donc, plus les Reels prennent de place sur les plateformes, plus ça prend du revenu qui aurait été généré via le fil d'actualité en fait. Donc ça explique pourquoi les revenus sont en légère baisse, parce que les gens passent un peu moins de temps sur le feed et plus de temps sur les Reels, mais les Reels pour l'instant rapportent moins d'argent que que le feed d'actualité. Donc au fur et à mesure qu'ils développent la monétisation des Reels et que les Reels se monétisent mieux, tout comme à l'époque quand ils avaient sorti les Stories, ils avaient mis un petit peu de temps à ce que les Stories rapportent autant d'argent que le feed. Donc là c'est un peu le même processus quoi. Mais ils disent quand même que, parce à ce moment-là, il faut vérifier quand même s'ils sont en bon chemin. Et ils disent que la monétisation des Reels l'efficacité de la monétisation des Reels a plus que doublé sur Facebook sur les 6 derniers mois. Donc, c'est positif. Sur notre business de publicité au sens large, nous continuons à investir dans l'intelligence artificielle et nous voyons des efforts qui payent. Lors du dernier trimestre, les publicitaires ont vu une augmentation de 20% des conversions par rapport à l'année dernière. Donc ça c'est bien, si les publicitaires enfin les personnes qui font des publicités sur les plateformes de méta ont des bons résultats, alors elles vont continuer à l'utiliser, elles vont dépenser plus. Donc c'est cool. And combined with a declining cost per acquisition. Ok, et donc ça coûte moins aux personnes d'avoir un client grâce à la pub. Donc en gros, les publicitaires ont des meilleurs retours sur investissement sur leurs dépenses de publicité. Donc ensuite, après l'intelligence artificielle, ils ont un autre focus qui est le business messaging. Donc c'est tout ce qui est enfin communication par message avec des entreprises, donc via Messenger et via WhatsApp. Donc ils essayent là en ce moment beaucoup de monétiser WhatsApp qui pendant longtemps n'a pas du tout été monétisé. Donc c'est une autre source potentielle de revenus futurs pour Meta et qui d'ailleurs je crois rapporte actuellement déjà, WhatsApp tout seul rapporte actuellement là, quand même plusieurs milliards. Je crois qu'il en parle après. Donc nous continuons à être excités sur les opportunités de monétisation pour le business messaging.
Facebook et Instagram sont les tout piliers de notre business et dans les quelques prochaines années, nous espérons y ajouter comme nouveau pilier justement l'envoi de messages, la messagerie. Et l'un des moyens de faire ça, c'est les click-to-message ads, donc des publicités où quand tu cliques, ça va te permettre directement de rentrer en communication avec une entreprise. Et maintenant, juste ces publicités-là, click-to-message ads, à elles seules, elles font 10 milliards de chiffre d'affaires. Et ensuite, deuxième partie de tout ce qui est messagerie, c'est tout ce qui est messagerie payante. Donc là, ils disent qu'ils en sont plus tôt, mais du coup, ça donne des perspectives toujours de croissance future à plus long terme. Mais ils continuent de ramener de plus en plus de clients sur WhatsApp Business Platform, là où, du coup les business peuvent répondre à des questions des clients, envoyer des updates et vendre directement via le chat. Il donne un exemple d'Air France qui a commencé à utiliser WhatsApp pour partager les cartes d'embarquement et informations de voyage dans 22 pays et 4 langues. Donc ensuite, il nous parle intelligence artificielle générative, mais ça pour l'instant, c'est pas encore très concret sur ce qu'ils vont en faire. Et la dernière partie dont nous allons parler est le métaverse. Mais honnêtement, je porte pas tellement d'attention au métaverse, vu que pour l'instant, ça rapporte rien. Et en soi, il pourrait totalement abandonner le métaverse et ça ferait juste plus de marge actuellement. Et après, si ça marche, tant mieux pour le futur, mais pour l'instant, je trouve que ça sert pas à grand chose de s'attarder sur le sujet du métaverse, quoi. Donc ensuite, il nous parle de la valeur de la mixed reality. C'est qu'on peut à la fois avoir l'expérience d'une immersion et de présence de la réalité virtuelle, tout en étant toujours bien ancré dans le monde réel. Et nous voyons déjà des développeurs construire des expériences impressionnantes comme Nanome pour modéliser des molécules 3D et développer des médicaments, et Arkio pour des architectes et designers pour créer des designs d'intérieur. Donc c'est quand même cool de voir des applications qui ont l'air d'avoir un intérêt, parce que souvent quand on lit des articles sur le métaverse, on parle pas trop de ce genre de perspective, et ça effectivement, on peut voir des opportunités, quoi. Ensuite, bon, il nous parle beaucoup de réalité virtuelle, mais pour l'instant, vu que ça ne rapporte rien, je m'attarde pas dessus. Alors ensuite, il passe la main à Suzanne Lee, CFO, donc Chief Financial Officer, donc il va nous parler plus de chiffres. Et elle nous dit que le cost of revenue, donc le fameux truc qu'on a vu tout à l'heure, donc on avait dit revenu moins cost of revenue, ça nous donne la grosse margin. Et vu que le cost of revenue c'est quelque chose qui est assez peu malléable, le fait que ça a augmenté, ça peut être on va dire une alerte. Donc là, elle nous dit que le cost of revenue a augmenté de 31%, driven mostly donc par un write-down de certains. Donc write-down, je crois que c'est dépréciation ou amortisation de certains data centers. Donc ça, en fait, c'est plutôt positif, puisque c'est à dire que comptablement, en fait, donc dépréciation, en gros, ça veut dire que la valeur de ces comptables de ces data centers, ils l'ont réduite et que cette réduction de valeur des data centers, elle est retranscrite dans le cost of revenue. Donc c'est pas les dépréciations et amortisations, c'est pas des vraies dépenses, c'est juste un changement de valeur du data center, il n'y a pas vraiment eu une dépense en plus. Donc ce chiffre devrait, si je comprends bien, revenir à la normale dans les prochains trimestres, quoi. C'est pas un changement long terme de marge. Ensuite, elle nous parle des buybacks, donc les rachats d'actions. Elle nous dit que pendant le quatrième trimestre, nous avons racheté pour à peu près 7 milliards d'actions, pour du coup un total de 28 milliards d'actions rachetées sur l'année. Et il restait encore 11 milliards à utiliser, mais ils ont décidé de rajouter encore 40 milliards. Donc ça veut dire que là, dans le futur, Meta va encore racheter pour 50 milliards d'actions. Ils en ont déjà racheté pour 50 milliards de dollars, hein, pas de nombre d'actions. Et ils en ont déjà racheté 28 milliards sur cette année. Donc ça c'est cool, puisque là l'action Meta cette année, elle a une valorisation qui est assez faible. Et donc ça veut dire que là, ils rachètent leurs propres actions à bon prix. Donc c'est ce qu'on veut voir. Et faut pas oublier que du coup quand ils rachètent des actions, le nombre d'actions diminue, et donc nous, la part de l'entreprise qu'on possède, elle augmente sans qu'on ait rien à faire. Ensuite là, il y a un autre truc intéressant,
Elle nous dit que au quatrième trimestre 2022, donc les revenus publicitaires de la Family of Apps étaient de 31 milliards, donc une baisse de 4%, mais une hausse de 2% à devise constante. Donc ça permet de relativiser quand même cette baisse de chiffre d'affaires, puisqu'elle est partiellement, enfin elle est même totalement due à comment dire, au changement de cours des devises. Mais si les cours des devises étaient restés stables, alors en réalité ça aurait été une légère croissance de 2%. Donc ça permet de relativiser, donc c'est encore un point positif. Et ensuite, conformément à comment dire, à nos attentes, les revenus du Q4 sont restés sous pression à cause d'une faible demande de publicité, donc à cause du contexte économique, which we believe continues to be impacted, voilà, qui continue à être impacté par l'environnement macroéconomique incertain et volatile. Et ça pour moi c'est limite le point le plus important, parce qu'elle dit que nous continuons à diriger la majorité de nos investissements sur le développement et les opérations de la Family of Apps, et au quatrième trimestre, les dépenses de la Family of Apps ont été de 21 milliards, ce qui représente 81% des dépenses totales. Et là, c'est en totale contradiction avec tous les articles qu'on peut voir dans les médias, qui disent que Mark Zuckerberg dilapide tout l'argent de l'entreprise dans le métaverse, puisque en réalité, les chiffres, c'est qu'il y a plus de 80% des dépenses qui sont dirigées vers les applications. Donc ce qui devrait normalement rendre les investisseurs plutôt contents, puisque ça va optimiser, ça va améliorer le ciblage, ça va améliorer le temps passé sur les applis. Donc ça pour moi c'est le point le plus important en fait. Si on enfin c'est ce qui fait, c'est le point principal qui fait que je suis investi dans Meta, j'ai investi pendant la baisse. C'est vrai que la raison pour laquelle le cours a baissé, il est totalement déconnecté des faits en fait. Enfin, perso, en tant qu'investisseur, je suis content de voir que la boîte investit pour améliorer justement sa source principale de revenus. Et sachant que ce sont des investissements qui sont ponctuels, c'est pas un changement de structure de marge long terme. Et on va finir par une valorisation de l'action Meta. Donc l'idée, c'est de prendre des estimations pessimistes donc de croissance, de P ratio futur et de marge future. À la fin, ça va nous donner un prix qui serait donc la valeur intrinsèque de l'action si ces estimations se révèlent être vraies. Alors, ces estimations, elles peuvent jamais être pile exactement vraies puisqu'on va chercher à estimer le futur et on ne peut pas avoir de certitude. Donc l'idée, ça va être de faire des estimations pessimistes pour avoir une marge de sécurité. Et comme ça, si le prix que ça nous donne à la fin avec des estimations pessimistes nous permet de battre le marché à un prix au-dessus du prix actuel, alors ça peut être une bonne affaire d'acheter l'action. Donc faites pas attention aux lignes un peu moches avec des calculs, on va juste regarder le tableau et ensuite le résultat sera sur le graphique ici. Alors on va estimer la croissance future. Donc là on voit que sur l'année dernière donc ça fait moins 1%, donc c'est ce qu'on a vu là, on est passé de 117,9 à 116,6. Et la moyenne sur les 5 dernières années c'était 24% de croissance par an et sur les 10 dernières années 38. Alors, et là, on va chercher à avoir un taux de croissance moyen pour les 10 prochaines années. Donc, sachant que l'économie américaine a une croissance en moyenne de 4% par an, on peut partir du principe que Meta va croître plus vite que l'économie américaine. Après, c'est déjà une boîte qui est grosse et on veut faire une hypothèse pessimiste, donc je vais mettre juste un 6%. Ça me paraît très raisonnable. Ensuite, le PE ratio. Donc là, c'est justement le PE ratio dans 10 ans, parce que je mets 10 ans en durée d'analyse. C'est la pratique plutôt classique, il me semble. Donc le PE ratio, on voit que l'année dernière, il était de 14. Sur les 5 dernières années, la moyenne était de 26. Et bon, 10 ans, ça compte pas trop, parce qu'il y a un moment donné où l'entreprise avait quasiment pas de... Enfin, il y a 10 ans, je sais même pas si l'entreprise était rentable, donc ça fausse un peu les chiffres. Donc ce chiffre-là, le 140, on s'en fout. Mais donc, de toute façon, un P ratio un peu conservateur pour une boîte comme ça, on va dire 15. Pour moi, c'est plutôt une boîte qui doit avoir un P vers les 20. Mais voilà, on va mettre 15. Ensuite, la net margin et free cash flow margin, bon, on va mettre la même valeur. Pareil, c'est la marge moyenne pour les 10 prochaines années. Donc l'année dernière, on voit que c'est une marge de 20%. Mais avant, il était plutôt à 35, ou plutôt autour des 30%.
Et même si on va regarder les infos en détail, on voit qu'ils ont passé beaucoup de temps à 40%, donc vraiment énorme comme net margin. Et ensuite ils sont descendus à 26, remontés à 37, et c'est seulement là, cette année ils sont à 20. Donc je pense qu'on va prendre plus que 20%, puisque comme on a vu, ils font des investissements là qui sont ponctuels, donc les marges devraient remonter. Mais pour pas être trop optimiste, je pense qu'on peut se contenter d'un 25%. Ouais, en soi, ils n'étaient pas passés sous les 25% depuis 2016. 2019, ils étaient toujours au-dessus. Donc je pense que 25% c'est un bon chiffre. On va pas mettre plus. Et là, alors regardons le graphique. Donc pour le lire, il faut lire comme ça. C'est si j'achète l'action à 283 dollars et que évidemment ces estimations sont vraies. Donc ça, vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, il ne faut pas suivre la lettre, hein, c'est juste mes estimations. Donc si j'achète à 283 dollars, alors je peux espérer une performance de 8% par an. Donc sachant qu'un ETF monde ou un ETF S&P 500, ça va donner à peu près, statistiquement, historiquement en tout cas 10% par an, ben moi je cherche plutôt à faire au moins 13% en tout cas via mes estimations. Et ça permet aussi d'avoir une marge de sécurité. Parce que si vous vous fiez au prix à 13% mais que vous vous gourez, bon, au pire vous pouvez vous retrouver avec 12, au pire avec 11, et vous serez toujours au-dessus de l'ETF, quoi. Donc aujourd'hui l'action elle est à 185 dollars. 185 dollars, donc si les estimations sont vraies, ça donnerait un 11% par an. Donc pour moi, en fait c'est tout juste intéressant, mais je pense que c'est... Après les estimations sont assez pessimistes, donc en soi, pourquoi pas, mais moi j'aimerais, je me fixe plutôt 13. Donc j'en rachèterais si ça tombe vers les 150 dollars. Donc voilà, je précise que évidemment c'est pas un conseil d'investissement, il faut pas se fier à mon graphique, voilà, je suis pas un professionnel. J'ai fait ça dans mon temps libre pour mon propre plaisir et mes propres investissements. Et je peux totalement me gourer dans mes estimations, voire même dans les calculs, même si j'ai fait en sorte que ce soit pas le cas. Donc voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous avez appris des choses. Et à plus.